Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight en partenariat avec fashionnetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Nathalie Collin, qui a été pendant 14 ans au comité exécutif de Swarovski, dont elle était la directrice artistique, avant de créer Maison Minuit avec sa fille. Une très belle aventure entrepreneuriale et familiale dont elle va nous parler un petit peu plus aujourd'hui. Merci beaucoup et bon podcast. Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une créative, Nathalie Collin. Nathalie Collin a été pendant 15 ans directrice créative de Swarovski. 14 ans, pardon. 14 ans. C'est presque 15. Presque 15. Avant ça, elle a travaillé aux États-Unis, en Asie, avec différentes marques et différents segments de marché. Elle va nous expliquer tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui, elle travaille avec sa fille à monter une agence de DA externalisée, plutôt spécialisée dans la joaillerie, mais pas que, et qui s'appelle Maison Minuit. Nathalie Collin, bonjour. Bonjour, je suis ravie d'être là. On est ravis de vous accueillir. Vous avez passé très longtemps dans la maison Swarovski, mais pourtant vous n'étiez pas forcément destiné à cet univers-là. Vous êtes issu plutôt d'une famille issue du textile de l'Est de la France. C'est ça, c'est ce que j'ai lu. Tout à fait. Oui. C'est vrai que j'ai été bercée depuis ma tendre enfance par déjà le rythme de la mode. Mon père, qui n'est pas un créatif, mais qui travaillait pour une entreprise textile, amenait à la maison, à la fin de la saison, les collections passées de textiles. Et donc, pour moi, c'était fascinant, petite fille, de voir les couleurs, les imprimés. Donc, tous les 6 mois, il y avait des nouveaux rebraques, donc des nouveaux échantillons qui arrivaient à la maison. C'était la découverte des tendances, ma première découverte de tendances. D'accord. Et puis, l'opportunité aussi de commencer à découper ces tissus pour en faire des habits de poupée, voilà. Vous, en fait, cet esprit créatif, il était toujours là. Ça n'a pas été une découverte à un moment de votre carrière où vous êtes orienté vers ça. Vous avez toujours eu envie de toucher les choses, de manipuler, de créer des choses. J'ai toujours adoré dessiner. C'est-à-dire que j'étais une enfant qui ne s'ennuyait jamais. Et d'ailleurs, quand j'ai eu ma petite sœur, je ne comprenais pas qu'elle voulait tout le temps jouer avec moi parce que moi, finalement, j'avais un monde imaginaire. Je dessinais tout le temps, je m'inventais des histoires, etc. Et je dessinais toute la journée. Donc, j'avais cette fibre artistique, je pense depuis toujours, parce que quand j'avais 3 ans, j'étais gardée par ma grand-mère. D'accord. Pendant que mes parents travaillaient. Et pour m'occuper, elle me donnait des catalogues de vente par correspondance. Et donc, je redessinais des accessoires sur les silhouettes. Voilà. Oui, donc il y avait déjà cette idée de retravailler la mode, de jouer avec la mode. En tout cas, c'était quelque chose qui vous a plu dès l'enfance. Oui, je peux même pas l'expliquer, mais c'était quelque chose, oui, qui était assez naturel pour moi. Et je peignais, je dessinais. Parfois, je me faisais même dans l'air, dans la nature, je m'inventais, vous voyez, des avant-plans, des arrière-plans avec l'herbe, avec les perspectives que je voyais. Et hop, ça nourrissait une histoire. Ça fait un théâtre. Oui, c'est un petit théâtre. Comment, d'un univers d'enfance, de l'adolescence, on en vient à choisir une voie professionnelle? Parce que assez rapidement, vous saviez où vous vouliez aller. Alors oui, moi j'avais depuis toujours la conviction que je voulais faire une carrière artistique. Par contre, c'était pas une conviction, c'était forcément partagé par les professeurs et puis notamment un conseiller d'orientation qui a failli me casser les ailes. Mais quand j'avais 11 ans, donc j'ai rencontré ce conseiller d'orientation et qui m'a posé la question: qu'est-ce que vous voulez faire, les 3 mots qui sont importants pour vous dans votre future carrière? Je lui ai dit dessiner, voyager, parler anglais. Quand je repense à ces 3 mots aujourd'hui, j'étais avec ma mère, elle m'en a beaucoup reparlé, finalement, ça caractérise mon métier aujourd'hui. Mmh. Sa réponse, ça a été de dessiner un triangle sur un paperboard, de faire un petit point noir tout en haut du triangle et de dire, tu vois, ça, c'est le nombre de jobs possibles. Donc, il n'y a rien, c'est quasiment impossible. Il n'y a pas de carrière dans ce domaine. Et ce conseiller d'orientation m'a dit, non, mais
t'as la chance d'être très bonne dans toutes les autres matières, fais une carrière scientifique, lance-toi. Donc j'ai commencé par faire un bac mathématique, classique, scientifique. Après, par rejet, je suis partie à l'opposé en Hippocagne. D'accord. Et après, j'ai encore rejeté Hippocagne pour repartir en économie. Finalement, j'ai intégré une école de commerce, ICN Business School, parce que il y avait ce côté créatif. Exactement. C'est une école très particulière qui est associée aux Beaux-Arts, associée à l'école des mines. Et donc, si vous voulez, on est formé à la fois au management, à la créativité et aux nouvelles technologies, finalement. C'est un modèle assez particulier quand même dans l'univers des écoles de commerce. Très atypique. Et c'est vraiment... Alors, il y a plus d'un tiers du temps qui est consacré à des projets personnels, tripartite, justement, avec cette dimension de créativité qui est très forte. Donc là, j'ai commencé à respirer. Et je me suis éclatée, j'ai créé des salons de jeunes créateurs, j'ai réussi à avoir Paco Rabanne qui est venu... pour donner la caution à cette manifestation de 3 jours. Et j'ai fait, à partir de là, tous mes stages dans la mode. D'accord. En France et aux États-Unis. En France, c'était chez qui, par exemple, les stages ? En France, c'était dans le textile, à Roanne, chez un grand fabricant de textile spécialisé dans le tissu-étain. Oui. Donc là, j'ai exploré un petit peu toute la partie amont, qui est fascinante, parce que quand on veut mettre en scène, imaginer, créer la mode, si on ne connaît pas la matière, c'est pas possible. C'est compliqué de savoir comment elle va réagir et comment vraiment bien l'utiliser. Ouais. Et ça commence par la matière. Enfin, ça participe, je trouve, au tombé, à la silhouette. Il y a tout ce travail des couleurs qui est fascinant, tout le travail des motifs, enfin, et puis les archives extraordinaires. Des archives. Et là, vous saviez déjà ce que vous vouliez faire exactement ? Parce que si vous avez commencé par l'amont, le champ des possibles était quand même assez large. Donc, qu'est-ce qui vous a mené vers les US, notamment ? Alors, non, j'avais pas d'idée précise de ce que je voulais faire. Je pense qu'il y avait même le métier de direction artistique, c'était pas un métier qui m'était familier. Je l'ai découvert plus tard. Par contre, je savais que ce milieu me correspondait. J'adorais le fait que, si vous voulez, tous les 6 mois, on est face à une page blanche, il faut réinventer, il faut nourrir des histoires. Il y a un côté non répétitif qui m'allait très très bien. De se remettre en danger à chaque fois et d'aller puiser en soi des nouvelles ressources de créativité. Ouais, très régulièrement et de remettre à chaque fois l'ouvrage. Alors ça Ouais, c'est vraiment ce qui continue à m'animer aujourd'hui dans mon métier, quoi. C'est cette réinvention permanente. Qu'est-ce que vous faisiez aux États-Unis et pourquoi vous avez choisi les États-Unis ? C'est pas forcément le temple de la mode. Donc qu'est-ce qui vous a attiré ? Alors, je dirais oui et non. Ce que j'ai trouvé très intéressant aux États-Unis, c'est déjà les études que j'ai faites au FIT, au Fashion Institute of Technology à New York. Fin des années 80, vous pouvez imaginer que le côté la fête aussi à New York, c'était génial pour la jeune fille que j'étais. Donc dans la semaine, j'avais tous mes cours. Le samedi matin, j'allais je dessinais ma tenue du samedi soir. Ensuite, j'allais acheter tout ce qu'il me fallait entre le flea market et les fabricants de textiles, etc. J'avais l'après-midi pour coudre ma tenue. Alors parfois, j'étais hyper ambitieuse et du coup, j'arrivais pas à terminer. Je sortais avec des épingles, etc., masquées pour tenir la tenue du samedi soir dans les clubs new-yorkais qui étaient tellement inspirant à cette époque, avec toute la puissance aussi de la musique qui reste très forte. C'était quoi musicalement à l'époque qui était prédominant ? Il y avait toute l'émergence aussi de la house qu'on n'avait pas vraiment ici, et ça c'était ultra inspirant. Le cadre aussi, ce cadre new-yorkais, c'était inspirant. Ça vous a ouvert des portes au niveau de la créativité ? Énorme. La chose qui a été je pense, la plus saisissante pour moi, ça a été la mixité. La mixité culturelle qu'on avait à New York, que j'ai rencontrée au FIT, avec des étudiants qui venaient du monde entier. Et ça a été une claque gigantesque pour moi. Une claque positive dans le sens où je me suis aperçue que je veux être entourée
toute ma vie de gens qui viennent d'autres horizons. C'est tellement enrichissant. J'apprends tellement. Ça m'ouvre des nouveaux horizons de créativité. Et c'est vrai que ce moment au FIT, ça a été une ouverture énorme pour moi, qui venait d'une petite région des Vosges qui est très mignonne, mais finalement où il y a pas beaucoup de mixité non plus. Ça reste un esprit montagnard et ça peut être chaleureux, mais c'est pas très mixte en termes de découverte de l'autre. Exactement. Et là, ça a duré combien de temps en fait cette expérience-là? Vous êtes resté combien de temps aux US dans ce terreau-là? J'ai eu une première expérience l'année précédente où j'étais à Boston. Donc là, j'avais travaillé pour la filiale de Benetton à Boston. D'accord. Ça, c'était très intéressant aussi de comprendre comment une marque s'exporte à l'international, toute la structure, etc., les partenaires, les collections, etc., etc. Mais du coup, le merchandising, moins festif. Et à New York, je suis restée 1 an, et donc c'était vraiment fascinant parce qu'en même temps, je vivais la vie du campus, j'étais sur le campus, donc avec toutes les animations qu'on peut imaginer, toutes les activités qui sont très fortes aussi sur les campus américains, donc faire toutes les activités extrascolaires, etc., beaucoup de clubs, beaucoup d'associations, et puis vraiment je voulais maximiser ce temps, donc j'avais plein de cours, j'apprenais plein de choses. Il y avait aussi l'anglais que j'avais l'impression de maîtriser. Et en fait, quand je suis arrivée, je me suis aperçue que l'anglais technique, il fallait que j'apprenne tout à zéro. D'accord. Donc, ça a été fabuleux parce que j'ai appris tout le vocabulaire technique de la mode pendant cette période aussi. Et puis, et puis il y avait la découverte de New York, la découverte de cette vie culturelle et l'imbrication, comme je disais tout à l'heure, de tous les univers artistiques, des artistes, des peintres qui étaient à l'époque dans le meatpacking. On allait voir des expos chez des copains qui avaient des lofts là-bas, ça craignait, alors que le meatpacking aujourd'hui, c'est vraiment hyper hype. C'est gentrifié, oui. Depuis, Mais c'était toute cette effervescence créative qui était juste géniale. Et donc, après 1 an là-bas, vous êtes revenu à Paris ou vous êtes revenu en France? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait une fois que vous avez été diplômé de FIT? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, j'avais soit l'opportunité de rester aux États-Unis, puisque j'avais commencé à travailler chez Perry Ellis aux côtés de Marc Jacobs. Donc moi, j'étais dans le département, ce qu'on appelle merchandising, donc qui est très différent du merchandising ici. C'est merchandising de la collection. C'est plutôt chef de produit, si vous voulez, avec toutes les déclinaisons de vêtements, de déclinaisons de couleurs, de matières, à partir des intentions du DA. Et qu'est-ce que travailler avec Marc Jacobs, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez vu de ce qu'était le métier de DA avec lui? Alors, là où j'ai beaucoup appris aux États-Unis, c'est sur la capacité de transformer une idée créative en une recette commerciale. Les Américains sont très forts pour ça, pour avoir cette dimension commerciale qui n'est pas un gros mot aux États-Unis, qui peut parfois être un gros mot ici dans l'association, parce qu'on ne peut pas être à la fois artiste et à la fois... et vouloir vendre. Et vouloir vendre, alors qu'en fait, finalement, dessiner des collections ou des produits qui vont plaire à un grand nombre de personnes, c'est quand même un sentiment génial, je trouve, de se dire, voilà, mon idée, elle a trouvé une résonance dans la vie de ces personnes. Et donc, aux États-Unis, il y a vraiment cette culture, et c'est ce que j'ai vu aussi dans l'éducation au FIT, c'est-à-dire on vous encourage non seulement à être créatif, mais aussi à penser client. Et donc ce focus client, la compréhension de la personne qui va porter les collections, qui va falloir séduire, c'est quelque chose de très ancré à la fois dans l'éducation et dans la culture de mode là-bas. C'était aussi certainement différent de ce que vous aviez pu voir en France aussi, où c'est la culture produit qui prime. Complètement. Ouais. Et alors vous n'êtes pas resté aux États-Unis à ce moment-là? Je suis pas restée
parce que j'avais un chéri en France, mais je suis rentrée et 3 semaines après, on s'est séparés. Donc... Il y a des mouvements comme ça qui ne sont pas les plus pertinents. Mais... Je suis d'accord. Mais par contre, j'ai rebondi. C'est ça qui est intéressant. C'est ça. Voilà. Et du coup, j'ai rebondi dans un bureau de style, ce qui était très intéressant parce que c'était presque une extension de ma phase, je dirais, de formation au métier de la mode. J'ai travaillé pour Promostyle. Oui. Le PDG de l'époque m'a proposé de recommencer, relancer une activité historique de la marque qui était le conseil. Qui était le PDG à l'époque ? Sébastien Diesbach. D'accord. Et à l'époque, 90, les bureaux de style vendaient principalement du cahier de tendance. Alors qu'historiquement, lors de leur création dans fin des années 60, c'était le conseil. Le conseil à travers la filière, donc conseil aux entreprises, quelque chose de très personnalisé. Et il m'a dit, écoute, si tu veux, relance cette activité pour nous. Et pour moi, c'était génial, parce que ça voulait dire que chaque projet était différent, qu'il fallait rentrer dans le contexte de l'entreprise ou de la marque qui venait nous solliciter une collaboration. Et là, vous travaillez avec quel type de société ? Qui étaient les clients de Promostyle à l'époque ? Alors, j'ai travaillé pour Ray-Ban, Nike, Boots, ça allait aux 3 Suisses, Takashimaya, Shiseido, Agnès B. C'était très, très, très éclectique. Pareil sur les catégories, ça pouvait être du stylo avec Waterman, les premiers téléphones portables avec Panasonic, le lancement de la G-Shock en France, la montre G-Shock pour Casio, etc. Ou le salon de la lingerie pour lequel je faisais toutes les tendances et après les RP. Donc il y avait des projets mais très éclectiques, très diversifiés, qui étaient fabuleux. Donc j'ai passé 8 ans chez Promostyle. Oui. J'ai beaucoup voyagé pendant toute cette période, un peu partout, même en Afrique du Sud, en Asie, pour Helly Hansen, en Scandinavie, etc. Aux US, pour Disney, pour Ray-Ban. Et donc, au bout de 8 ans, j'ai eu envie de me lancer et de créer ma propre agence. Juste avant de parler de l'agence qui s'appelait Sushi... Cultural Sushi. Juste avant de parler de ça, le métier de conseil, finalement, ça consiste en quoi ? C'est trouver la bonne adéquation entre le cahier de tendance et puis le besoin de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il fallait faire finalement qui n'était pas actif à ce moment-là ? C'était presque de la curation, parce que le cahier de tendance, c'était, et ça reste, de toute façon, une recommandation qui est générale pour un secteur, qui n'est pas appliquée à l'ADN de l'entreprise ou aux spécificités de la marque en question. Donc, mon rôle, c'était de dire, oui, on est au courant. Chez Promostyle, on a identifié ces grandes tendances de fond pour les saisons à venir. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour votre marque ? Particulièrement, et par rapport à vos ambitions stratégiques. Ça pouvait être une ambition stratégique par rapport à un autre marché, ou par rapport à une cible clientèle, ou par rapport à une nouvelle catégorie qu'il fallait booster. Donc, mon rôle avec l'équipe qui était autour de moi, c'était vraiment de faire de la curation, et finalement de développer une vision spécifique pour la marque. Et pourquoi vous avez eu envie de créer votre propre agence ? Parce que je crois que j'ai la fibre d'entrepreneur depuis toujours, quoi. J'ai cette envie et envie de me réaliser dans des choses que je fais moi-même, si vous voulez. Et pourquoi Cultural Sushi ? C'est un nom un peu particulier pour une agence. Qu'est-ce qui motivait ça ? J'ai voulu spécialiser l'agence entre l'Europe et l'Asie, parce que j'ai une fascination pour l'Asie depuis toujours. D'accord. Donc, Europe-Asie. Donc, je me suis dit, tiens, et je ne voulais pas m'enfermer que dans la mode, mais aussi dans des explorations plus artistiques. Je me suis dit, le sushi, c'est quand même, en termes de design, c'est magnifique. Il y a quelque chose de très, très élégant. Donc, voilà, Cultural Sushi. Alors, de temps en temps, on avait des appels. Vous livrez à domicile ? On peut... non. Pas là. Voilà. D'accord. Quand vous avez lancé, qui ont été vos premiers clients ? Et quel marché, finalement, vous avez touché en premier ? Alors, soit des créateurs de bijoux, par exemple, au Japon, comme IM, des jeunes créateurs, qui voulaient venir en Europe et qui avaient besoin d'un accompagnement, si vous voulez, pour faire connaître leur marque, développer leur marque en Europe. Donc, il y avait ce binôme-là. J'ai travaillé pour des marques très éclectiques
Hummer pour faire une ligne de produits dérivés pour ces voitures américaines. J'ai travaillé via Olivier Lapidus pour Roland Garros, pour imaginer aussi quelle pourrait être la ligne de produits dérivés pour Roland Garros avec les codes, l'ADN de ce tournoi. D'accord. À l'attention du marché asiatique. Non, au global. Donc, quelle sera la signature? Quelles pourraient être les catégories qui sont légitimes à développer en termes de produits dérivés pour Roland Garros? D'accord. Manuel Canovas, j'ai rédigé pendant 2 ans pour Voce, un magazine de beauté japonais, un papier tous les mois sur les tendances, mais les tendances cross-secteur, c'est-à-dire qu'on retrouvait à la fois dans une nouvelle marque, dans l'alimentation, dans l'ouverture d'un nouvel espace, etc. Donc vraiment repérer chaque mois une nouvelle tendance intéressante à l'international. J'ai travaillé pas mal aussi avec les majors dans la musique pour faire du stylisme, de look comme Calogero, Tina Arena, etc. Même des groupes de métal. donc ça, c'était assez drôle. C'était assez hétéroclite comme façon de travailler et assez international aussi, du coup. Très, parce que pendant cette période-là, je suis partie aussi 2 ans habiter à Pékin. D'accord. 99-2000. Pour faire quoi? Créer une marque de toutes pièces. Okay. Une marque de prêt-à-porter féminin avec une image française pour une société chinoise qui était dans le textile mais qui voulait justement entrer dans le prêt-à-porter. Et donc, en arrivant début janvier, en 6 mois de temps, j'ai, avec l'équipe, créé la marque, le concept, développé les collections, le concept de boutique, et en août, on a ouvert la première boutique. D'accord. Donc, c'était assez efficace. Qu'est-ce que vous gardez de cette expérience chinoise au niveau culturel, au niveau de la manière de travailler? Qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce que vous avez appris? La capacité de réaction et de la force de frappe, c'est-à-dire en 6 mois de temps, ça aurait été impossible en France. D'accord. De commencer à zéro comme ça et c'est la rapidité et en même temps donc la capacité à prendre des décisions et à être très vite dans l'action, dans la mise en œuvre. Après, c'était une entreprise para-étatique, donc en termes de management, j'ai beaucoup appris, mais c'était quand même très 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 loin du management tel qu'on peut le connaître ici. J'imagine, oui. Avec fonctionner complètement différente. Complètement différente. Avec même des réunions qui étaient destinées juste à humilier, par exemple, le directeur général ou des choses comme ça, où il devait faire amende honorable publiquement devant tout le monde. Donc il y avait des choses qui culturellement étaient très différentes pour nous. J'ai beaucoup appris sur cette façon de travailler, d'être à l'écoute, d'arriver à persuader, mais pas dans la force, dans la souplesse. Donc d'être à la fois ferme et souple, ce qui est, je pense, une caractéristique aussi de mon management, c'est d'être très décidé, d'avoir une vision, mais d'être en même temps dans la rondeur, dans la souplesse, dans l'écoute, mais en même temps de rien lâcher, quoi. Donc, et ça peut, au niveau du marché asiatique, en tout cas des relations avec l'Asie, ça vous a permis aussi de fonctionner correctement sur ce marché-là? Complètement, parce que déjà, c'était une immersion culturelle. Je vivais là-bas. C'était l'époque où, aussi à Pékin, il n'y avait pas toutes ces immenses autoroutes qui contournent Pékin, etc., et ces rings. Il y avait encore ce mélange entre une ville qui est en développement, qui a une histoire fabuleuse, des monuments extraordinaires, et puis on sentait bien la transition qui était en train de s'opérer. Mais elle n'était pas encore là. Il y avait encore le petit vendeur de légumes ou de fruits qui était au pied de l'immeuble, qui venait de sa petite campagne, juste à côté de Pékin. Aujourd'hui, on ne voit plus ça à Pékin. Ils ont franchi ce cap-là depuis plusieurs années. Quelques années maintenant. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait donc... Du coup, on sentait à la fois l'histoire, la tradition, et en même temps... Oui, la mise en marche d'une modernité qui allait aller très très vite. Et donc être dans ce moment charnière, pour moi, c'était vraiment quelque chose. C'était vraiment une grande chance. C'était à quel moment ça exactement? 99 et 2000. D'accord. Et après cette expérience-là, vous avez fait quoi? Vous aviez encore l'agence et vous continuez de fonctionner? J'avais l'agence, j'ai accouché de ma fille. Donc je suis rentrée en France, j'ai eu ma fille et j'ai continué l'agence, avec
pas mal de collaborations aussi pour Shiseido, pour Swarovski aussi. D'accord. Donc parce que pour Swarovski, en fait, avant d'intégrer comme directrice artistique la maison, j'avais fait beaucoup de missions de consulting avant. D'accord. Voilà, on avait déjà un petit passif ensemble. C'était sur quel type de projet en fait que vous avez commencé à travailler avec eux? Mission de couleurs, donc tendance, couleurs sur les pierres, des missions de recommandation sur l'évolution aussi du business model quelque part de l'accessoire. Qu'est-ce qui allait venir, quelles allaient être les prochaines tendances, des missions aussi de communication, des missions de collaboration avec des créateurs, où je faisais un petit peu le go-between, des missions aussi de communication sur place en Asie pour mettre en scène par exemple des tendances ou la présence de Swarovski par exemple au Hong Kong Jewelry Fair, etc. À quel moment finalement ils vous ont proposé, ou en tout cas vous vous êtes retrouvés pour intégrer ce groupe-là? J'étais en train de discuter d'un projet, puisque j'étais en train de faire un projet pour Swarovski. J'étais en Autriche, dans un bureau face à une des personnes, et qui m'expliquait la complexité pour eux de trouver leur premier directeur artistique en charge de toutes les collections. Et donc, il m'expliquait où ils en étaient depuis 1 an dans cette recherche, machin. Et tout à coup, la personne s'est arrêtée de parler. Non, la personne a commencé à me dire « mais peut-être tu peux nous aider ». Donc, c'est comme ça que la conversation avait commencé. Et elle s'est arrêtée de parler en me disant « mais et toi, ça peut pas t'intéresser ?» Et là, j'ai dit « ah non, j'ai mon agence, ça a l'air très sympa, mais non, voilà, je cherche pas un job. » Elle m'a dit « mais va voir quand même le chasseur de tête, à l'époque c'est Floriane de Saint-Pierre, va voir Floriane de Saint-Pierre, discute avec elle, comme ça tu comprendras mieux le scope du job et tu pourras mieux nous recommander quelqu'un dans ton réseau. » Donc j'ai commencé à glisser tout doucement vers une discussion qui finalement, au bout de plusieurs rendez-vous, m'a amenée à Zurich, en dernier rendez-vous avec 6 personnes du management board, dont Robert Bourbauer, qui fait partie de la famille Swarovski. Oui. Et donc, dans cette conversation, je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre, j'y vais, ça va prendre du temps, c'est un long process, j'aurai le temps de réfléchir, etc. Donc, j'y suis allée très décontractée. J'ai fait l'entretien qui visiblement s'est bien passé, puisque à peine 1 heure après, quand j'étais à l'aéroport, je reçois un coup de fil du DRH qui me dit « Bon, alors on est OK, vous pouvez commencer quand ?» Et là, j'étais à l'aéroport, j'étais « Oh mon Dieu, panique, mode !» J'ai pas prévu de commencer tout de suite. Et là, par un coup de, bluff immense, je lui dis « Non mais je peux pas commencer tout de suite. Est-ce qu'on pourrait commencer en freelance pendant 3 mois en freelance, et après, on voit si vraiment, vous comprenez, j'ai mon entreprise, etc., mon agence. » Et là, il me dit oui. D'accord. Donc j'ai souplesse aussi dans l'approche qui vous a permis de faire la transition aussi. Exactement. Donc pendant 3 mois, j'étais DA freelance, et au bout de 3 mois, voilà, nouvelle discussion. Alors, est-ce que tu veux rester ou pas? Et là, si vous voulez, ce qui m'a vraiment plu et ce qui a fait que j'ai basculé dans un oui, c'était le fait de la mission. La mission, c'était de tout inventer, de tout recréer en termes de direction artistique, Parce que c'était constitué comment, en fait comment ça fonctionnait, Swarovski, au moment où vous êtes arrivé chez eux? Alors, traditionnellement, les designers reportaient au marketing, donc dépendaient du marketing. Il y avait une directrice artistique, Rosemary Le Gallais, qui avait lancé la haute couture. Oui. Mais les autres designers dépendaient du marketing. Donc, c'était vraiment une société qui était passée du stade industriel au stade, finalement, un peu de retailer-distributeur, mais qui se cherchait encore dans son approche de marque. Évidemment, la création de la fonction de direction artistique allait dans le sens de voilà, on veut s'affirmer en qualité de marque, en tant que marque. On a besoin d'une vision créative, on a besoin de se restructurer. Donc, les designers, pour la première fois, dépendaient entièrement d'une direction artistique. Le marketing devait aussi se repositionner par rapport à ça. Certaines de ses prérogatives étaient un petit peu revues.
Et donc, il fallait affirmer à la fois le rôle, revoir les process, définir la vision, créer la valeur ajoutée et la crédibilité à la fois du rôle et de moi dans le rôle. Et par rapport à ce que vous disiez, c'est une entreprise industrielle Oui. à la base, Swarovski. Leur champ d'activité était assez large. Très large. Il y a beaucoup de champs dans lesquels leurs cristaux sont utilisés. Finalement, harmoniser tout ça, c'est pas forcément simple de trouver des lignes directrices qui vont s'appliquer à tous les secteurs visés par l'entreprise. Alors, il y avait 2 grandes divisions. Moi, j'étais en charge de la division produits finis, mais pas de la division pierres, c'est-à-dire les pierres qui sont vendues, par exemple, aux autres marques, avec peut-être effectivement la mention cristal Swarovski, mais j'étais pas en charge de cette partie-là. Donc, il n'empêche que la partie produits finis réalise plus de 80% du chiffre d'affaires. Donc c'est quand même l'énorme cœur d'activité de la maison. D'accord. Et là-dedans, finalement, quel process vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous avez changé? Qu'est-ce que vous avez réussi à apporter dans la société? Alors la première chose, c'était effectivement de m'immerger, de comprendre quels sont les profils de designers, voir avec qui je pouvais travailler, quel profil il me manquait, avec qui ça allait pas être possible parce qu'on allait avoir aussi peut-être parfois des visions différentes, mais donner le temps à chacun de vraiment pouvoir créer un lien et co-développer cette vision. Donc ça, c'était la première chose. Dans les premiers échanges avec les designers, j'étais assez frappée par le fait qu'ils présentaient des designs, que des designs. Et quand j'essayais de creuser, de comprendre l'intention, le why de ces designs, là, c'était un flou artistique. Les designs pouvaient être très beaux, mais très beaux, j'aime pas, quand on me demandait du feedback, pour moi, ça n'avait pas de sens. Ça n'a de sens que dans le contexte d'une intention, d'un objectif. Et l'objectif, il n'était pas clair. On ne savait pas. Est-ce qu'on lance cette famille de produits pour une saison? Est-ce qu'on a l'intention de créer des iconiques avec cette famille de produits? Quelle est la cible client? À qui on s'adresse? Est-ce que c'est du global? Est-ce que c'est du local? Est-ce que c'est une capsule? Tout était extrêmement flou. Donc la première phase, quand j'ai vu des piles et des piles de design où on me demandait le feedback, sans lien les uns avec les autres. Trouver la cohérence, en fait. La grande mission, c'était vraiment ça. Oui. C'était créer de la cohérence, le fil rouge. Où est-ce qu'il commence? Où est-ce qu'il termine? Comment il s'exprime? Et comment arriver à le mettre en forme? Donc, j'ai commencé au départ du process en disant, au début du process, on est juste autour d'une table, tous ensemble, sans dessin, sans rien. Juste avec notre matière grise et notre sensibilité. Je voudrais que chacun de vous, donc les designers, on réfléchisse, vous partagez, on brainstorm et on arrive à créer une histoire, une inspiration qui va nous porter pendant tout le développement de la création. Donc, travailler sur un storytelling, sur cette histoire qui va nourrir les designs, mais qui va aussi être portée ensuite en termes de communication, qui va s'exprimer dans la com jusqu'à la cliente finale. Ça, c'est quelque chose que vous aviez déjà en tête et que vous proposiez dans votre agence à vos clients? Ou est-ce que justement, là, ça vous est remonté, apparu face aux enjeux de cette entreprise-là? C'était quelque chose qui était assez familier puisque c'était la façon dont je travaillais chez Promostyle. Ouais. Raconter des histoires, la narration, ne pas faire les choses dénuées, si vous voulez, d'un contexte narratif ou d'une intention. Chez Swarovski, le marché, donc beaucoup de types de produits différents, mais aussi un marché global. Comment, au niveau créatif, on travaille un marché global? Comment parce que cibler un marché spécifique avec les besoins d'un marché spécifique, c'est déjà pas forcément simple, mais avoir une vision globale de l'offre d'une marque, ça doit pas être évident non plus. Comment vous avez travaillé ça? La première chose pour moi, ça a été vraiment d'essayer de rendre l'équipe de design le plus proche possible de la diversité culturelle
qu'on avait justement au niveau des marchés. Swarovski vendait, et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, dans 170 pays. Donc, avec une équipe de design qui était autour de 3 nationalités, et puis plus ou moins tous provenant des mêmes écoles, pour moi, c'était pas possible. Je manquais, si vous voulez, de diversité pour arriver à nourrir des idées beaucoup plus créatives, beaucoup plus innovantes, et qui allaient répondre justement à la diversité culturelle de toute cette clientèle. Donc j'ai commencé un peu avec une certaine autorité au départ à imposer la recherche de profils atypiques. J'ai commencé à chercher des gens, par exemple, qui n'avaient jamais dessiné de bijoux. D'accord. Pour arriver, par exemple, une jeune femme qui venait du film d'animation, parce que sa démarche artistique était pour moi hyper intéressante. Elle allait amener de la narration, sa capacité à raconter des histoires. Elle allait amener aussi une dimension très créative, très figurative, par exemple. Parce que ça manquait dans l'offre toute la partie figurative du bijou. Donc, grâce à elle, j'ai pu aussi exprimer... Je trouvais que son profil allait m'aider à répondre à ça. C'est intéressant, cette ouverture, mais j'imagine qu'il faut savoir la doser, parce que la recherche de cohérence, entre la recherche de cohérence et l'ouverture, c'est une alchimie qui ne doit pas être facile à trouver. Quels sont peut-être aussi les écueils que vous avez rencontrés en modifiant la culture d'entreprise, la manière dont le recrutement fonctionnait et la diversité qu'il y avait dans l'équipe créative auparavant? Je pense que la plus grande difficulté que j'ai eue au départ, c'est je n'avais pas de chiffres pour prouver que ma vision, c'était la bonne vision. C'est-à-dire qu'une équipe très diversifiée allait être l'équipe qui allait sortir les meilleures idées, les plus créatives, les plus innovantes, parce que c'est ce mix qui rend la matière créative encore plus forte. Aujourd'hui, il y a plein de sociétés qui ont fait des études sur le sujet et qui ont prouvé quantitativement que ça marche. Alors qu'à l'époque, en 2006, j'avais pas du tout de chiffres. J'avais pas de chiffres, mais j'avais cette intuition très forte que c'était la bonne façon de faire. Et vous avez l'impression que les mentalités ont évolué, que maintenant les entreprises sont plus ouvertes à cette approche-là? Ah oui. Ouais. On a passé un cap sur cette question d'apporter de la diversité aux équipes? Dans certains pays, dans certaines structures, pas partout. Oui. Mais oui, forcément, il y a eu un cap qui a été franchi. Donc, la première chose, c'était vraiment de forcer les équipes à être beaucoup plus éclectiques dans les profils, et pas que nationalité, mais aussi les genres, les origines, les formations, etc. Les tranches d'âge aussi. J'ai recruté des gens qui étaient encore à l'école, ils n'étaient pas encore diplômés. Par contre, j'avais aussi des personnes qui avaient 58 ans dans l'équipe. Donc vraiment tout un mix très riche qui donnait des conversations très intéressantes et qui générait ces idées que je trouvais beaucoup plus puissantes. On n'était jamais à court d'idées. Il faut savoir qu'on devait produire 1500 dessins pour le bijou par saison pour lancer 600 nouveautés. Donc c'est énorme. Oui, la rotation et le besoin de créativité dont vous parliez en introduction, il était présent en permanence en fait. En permanence. Donc là, il y avait vraiment ces besoins-là. Après, dans les changements que j'ai faits, c'est effectivement des changements pour donner une certaine structure. Parce que quand on a ces enjeux, que ce soit en termes de créativité à sortir, de nombre de design, il faut être quand même assez structuré. Oui. On ne peut pas improviser parce que sinon on rate les saisons, on rate les livraisons, etc. Donc il y avait des moments forts qu'il fallait structurer, si vous voulez, dans le processus, pour que tout le monde sache que voilà, c'était un peu les deadlines, etc. D'accord. Et justement sur l'efficacité dont il fallait prouver, quels sont les souvenirs que vous avez de premières réussites ou d'éléments clés où ça a été probant de la stratégie que vous avez mis en place au niveau de cette équipe créative? Eh ben la première chose, si vous voulez, moi j'avais vendu entre guillemets au management board parce que je faisais partie aussi du management board. J'étais un des membres, donc je portais la voix de la création finalement aussi au niveau stratégique de l'entreprise. J'avais vendu l'idée que Swarovski devait
devait vraiment se lancer massivement dans la couleur. Parce que c'était une dimension très importante de nos styles de vie. On le voyait dans toutes les autres expressions, dans la mode, dans l'objet, etc., dans la déco. Et donc, il fallait absolument lancer une ligne beaucoup plus mode qui affirmait son positionnement. On est de la bijouterie fantasy, mais mode, gai, ludique, accessible. Et on n'essaye pas de copier les gens de la place Vendôme. C'est deux univers, chacun a sa légitimité, mais cultivons notre identité, cultivons ce qui nous rend unique et travaillons autour de la propriété et des attributs du cristal qui pourront être polymorphes, versatiles. On pouvait inventer toutes les couleurs qu'on voulait puisque c'est du cristal de synthèse. Je pouvais jouer avec les facettes pour travailler les reflets. Je pouvais mélanger le cristal avec du cuir, avec des perles, avec plein d'autres matières, voire même des pierres précieuses, du diamant, etc. On pouvait s'affranchir finalement de tout ce qui faisait les codes classiques de la joaillerie. D'accord. Et l'étape d'après aussi, c'est tout ce qui est digitalisation finalement, numérisation. Vous avez voulu aussi aller explorer ce champ des possibles-là au fur et à mesure des saisons. C'était obligatoire, à la fois pour créer, je dirais, de l'efficacité dans le process de design. D'accord. Il fallait passer à la 3D. Ouais. Il fallait aussi construire une bibliothèque de matières, de pierres qui étaient déjà modélisées en 3D pour que tous les designers puissent avoir accès. Sinon, on dupliquait sans arrêt les mêmes si vous voulez, les mêmes étapes de création. Exactement. Alors qu'il y avait déjà finalement un travail de qualité qui avait été réalisé. Exactement. Donc il fallait, cette bibliothèque, elle a permis de gagner du temps et de donner du temps aussi aux designers de réfléchir. Parce que souvent, c'est vrai qu'il y a une pression énorme avec toute la pression de chiffre d'affaires, mais la pression aussi de la quantité de design à produire. Et donc il fallait trouver tous les moyens possibles pour gagner du temps qualitatif, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir faire des brainstorming, pouvoir échanger ensemble et pas juste être dans la production. C'est intéressant ce que vous dites parce que souvent, actuellement, dans de nombreux métiers, l'arrivée de la numérisation, de la digitalisation est souvent perçue comme la suppression de postes, la suppression de savoir-faire aussi. Finalement, vous avez choisi de voir le côté positif en disant on va dégager du temps pour la créativité. Oui. Tout n'était pas numérisé dans le sens où il y avait quand même une étape très manuelle au départ, de choix de matière, etc. Tout se passait pas virtuellement. Donc il y avait quand même ces étapes très sensibles et très sensuelles au départ de la création, où on touche les matières, on assemble des couleurs, des tailles de pierre, des bouts de chêne, etc. Ou même de l'iconographie, des livres. Donc il y a besoin du toucher, de la vision sur la matière en direct, en fait. Mais par contre, il y a des étapes qui là, font gagner vraiment beaucoup de temps en étant numérisées, qui font gagner aussi beaucoup de temps de compréhension entre les équipes de créa, les équipes de développement, les fabricants, etc. pour qu'au final, quand on reçoit le premier prototype, il soit vraiment conforme. D'accord. Et là, on gagne beaucoup de temps. Oui, mais c'est intéressant. Ça a été des grosses évolutions quand même. En 10 ans, vous avez passé donc 14 ans. Ouais. Ces évolutions technologiques, elles ont vraiment transformé aussi votre métier. Complètement. Ça nous a permis aussi de faire des réunions de design, même si les équipes n'étaient pas au même endroit. Donc, on modélisait, on tournait, on montrait les différentes facettes d'un même bijou. On avait dit à plusieurs endroits, plusieurs unités de Swarovski, on était capable aussi d'imprimer avec les imprimantes en 3D, pendant la nuit. Donc le lendemain, on pouvait voir les protos, etc. et refaire un call, valider que la forme, la proportion, etc. était valable. Donc tout ça a fait gagner énormément de temps. La crise Covid a transformer aussi le marché. Et Swarovski a eu quelques délicatesses, on va dire, l'an dernier, 2019-2020, ça n'a pas été très simple. Et le groupe a subi une transformation. Comment vous avez perçu ça ? Vous êtes parti à ce moment-là ou un peu avant. Comment vous avez perçu cette évolution aussi et qu'est-ce qui a changé dans le groupe finalement ? Alors, moi, j'avais déjà
pris la décision de partir début 2019. Ça a été effectif fin juin 2020. Donc, il y a eu une transition. Mais cette décision, elle était prise, elle était actée, etc. À partir de la deuxième partie de 2019, avec la crise Covid, ça a beaucoup impacté Swarovski, notamment par rapport aux résultats liés au marché chinois. Oui, bien sûr. Et le marché chinois, ça représente 30-40% du chiffre d'affaires global, si on intègre aussi les touristes chinois, etc. Donc là, l'impact était énorme. Pourtant, 2019, les collections dont j'avais la charge ont quand même généré une croissance assez puissante, puisqu'on a fait 2 milliards de chiffre d'affaires. Donc, très belle performance, malgré cette situation. Et 2020, alors là, évidemment, catastrophique. Ouais, tout s'est arrêté. Tout s'arrête, les gens, dans tous les pays. Et c'était comme un jeu de domino, en cascade. Un pays, un deuxième, un troisième, tous. Les gens à l'arrêt, une personne cas contact, Covid, dans une entreprise, hop, un département entier. Et là, tout le monde s'est arrêté. D'accord. Là, ça a été très étonnant. Ce qui, moi, m'a conforté, si vous voulez, dans la vision que j'avais mise en place, et notamment une vision où les équipes pouvaient travailler à la maison, bien avant la crise Covid. D'accord. Donc, j'avais par exemple un de mes bras droits qui habite à Lyon. D'accord. Et j'avais instauré avec lui 3 jours sur place et 2 jours à Paris. D'accord. Et donc, même si j'avais eu beaucoup de résistance à mettre ça en place au départ, moi je pensais que ça n'allait pas créer du tout de problème. On peut manager à distance, etc. La crise m'a prouvé que oui, j'avais totalement raison sur le sujet. Cette équipe, elle était déjà équipée pour faire face. Donc, il n'y a pas eu de problème. La transition, elle s'est faite, pas du tout, rien. Elle était déjà très agile pour travailler avec tous les outils à distance, échanger, etc. Alors que ceux qui avaient été dans la résistance à la mise en place de nouvelles façons de travailler, et notamment d'offrir plus de souplesse à la fois aux millénials et à la Gen Z qui arrivait, mais pour eux, ça a été d'une violence énorme, cette crise. Ouais. Mais c'est intéressant ce que vous dites, c'est que là, ça a confirmé aussi les attentes de la nouvelle génération par rapport au mode de travail, à l'organisation du travail. On voit difficilement comment ça peut revenir en arrière. Alors, je ne sais pas, vous, ce que vous voyez dans les entreprises avec lesquelles vous travaillez aujourd'hui, mais comment vous sentez cette évolution ? Est-ce d'après vous, on va rester dans cette organisation un peu différente par rapport à ce qu'on connaissait auparavant? Je suis totalement d'accord avec vous. C'est impossible de revenir en arrière en prétendant qu'il ne s'est rien passé ou en disant non, revenons en arrière, c'était mieux avant. Non, c'était pas mieux avant. Il y avait une rigidité et je pense alors, d'une certaine façon, on a gagné en qualité de vie dans cette souplesse, avec la limite aussi que les heures deviennent vraiment extensibles. Quand on est à la maison, quand on travaille depuis la maison, vraiment, les heures ne s'arrêtent jamais. Et la limite est difficile à cadrer. Donc je pense que c'est le travail qui va devoir être fait par toutes les personnes qui vont continuer à travailler comme ça entre l'entreprise et du home office. C'est arriver à mieux cadrer, mais aussi aux entreprises à être beaucoup plus strictes et pas à déborder sans arrêt, sous prétexte que la personne doit être dispo. Oui. Et vous, au niveau des équipes créatives, justement, ce côté heures extensibles, notamment dans les métiers créatifs, on voit que c'est très le cas. Vous, en ayant besoin de cette créativité, vous en pensez quoi, le fait que les gens soient disponibles en permanence ? Qu'est-ce que ça a comme impact sur leur créativité ? Est-ce que ça change quelque chose ? Moi, j'aime pas du tout l'idée, je veux le dire. J'aime pas l'idée parce que on a besoin de se régénérer, on a besoin de se ressourcer et on voit bien, même les petits-enfants, finalement, il faut leur laisser des moments de rêverie. C'est dans ces moments de rêverie, ces moments de calme où on a l'impression qu'ils font rien, ils sont sur un coussin, machin. Finalement, il y a plein de choses qui se passent dans le cerveau. Le cerveau ouvre de nouveaux horizons et finalement libère plein d'idées. Quand on est tout le temps dans un cadre, tout le temps dans des habitudes, on finit par générer les mêmes idées. Donc il faut sortir de ce cadre, il faut
se laisser aller à la rêverie aussi à certains moments. Et donc, il faut donner aussi aux équipes de créa et aux autres équipes, parce que je trouve que la création, la créativité, en tout cas, elle doit être dans toute l'entreprise, de l'accueil jusqu'au CEO, au président. Tout le monde doit être créatif dans son domaine, dans son scope. C'est ce que j'ai... vraiment, je me suis battue pour ça chez Swarovski, en disant, mais la créativité n'est pas seulement l'apanage des créatifs. C'est pas juste tout le monde doit être créatif dans son rôle. On peut faire son job d'une manière vraiment répétitive, sans audace, sans imagination, ou alors on peut réinventer son rôle, son métier, et avoir un impact qui est beaucoup plus puissant pour la marque. Vous, depuis 1 an maintenant, vous êtes partie de chez Swarovski et vous avez recréé une entreprise. Exactement. Expliquez-nous un peu pourquoi déjà relancer une entreprise après plus de 10 ans, presque 15 ans dans un grand groupe. Qu'est-ce qui vous motivait de repasser sur une structure petite et finalement pour faire quoi? Pour répondre à votre question, la première chose, c'est effectivement, j'ai pas eu envie de rejoindre un deuxième grand groupe comme Swarovski. J'ai vu que je fonctionnais bien et que je connaissais les rouages des grandes entreprises, ça fonctionnait. Mais là, une des raisons principales pour laquelle je suis partie, c'est j'étais dans ma zone de confort. Donc j'avais besoin de me reprojeter dans une zone où je suis un peu moins dans ma zone de confort. Donc, je me suis dit, mode start-up, c'est idéal. Le mode start-up, en plus, va résoudre pas mal de choses. C'est-à-dire l'énergie que j'investissais à essayer de bouger des choses dans les grandes entreprises, c'est pas toujours évident, ça prend plus de temps. En mode start-up, ça se fait en 2 jours, en 3 jours, en 30 secondes. Voilà, ça va beaucoup plus vite. Donc, on a l'impression d'une accélération qui est vraiment possible. J'ai eu cette idée, et avec l'échange avec ma fille, qui a 19 ans, on a eu envie de créer cette agence ensemble. D'accord. Donc, elle n'est pas une créative pure. Elle est engagée dans des études de politique. D'accord. À Sciences Po et à King's College à Londres. Et donc, elle a envie, par contre, de travailler dans la mode ou dans des domaines connexes, que ce soit le bijou, l'accessoire, pour changer un petit peu, si vous voulez, tout ce qui est éthique, tout ce qui est éco-responsabilité, donc très lié aux valeurs et au fonctionnement de ces métiers-là, avec l'impact à la fois sur la planète, mais sur les personnes. Le social aussi. Exactement. Et donc, on s'est dit, écoute, on s'entend très bien, on a une belle complicité, on a plutôt des profils complémentaires, lançons cette agence. Et on a réuni autour de nous aussi des personnes qu'on connaît de longue date, 20 ans, 30 ans, des amis de longue date qui sont dans le métier, qui ont aussi, je dirais, ce même type d'aspiration. On partage des valeurs très fortes, notamment Tinou, qui travaille pour tous les grands groupes de luxe, qui a une vraie patte graphique, esthétique, d'identité visuelle, etc., et de vision artistique. Donc voilà, on a créé une équipe qui est vraiment très sympa, qui donne la part belle, si vous voulez, aux échanges intergénérationnels. Oui, ce que vous me disiez, c'est que votre fille est présidente, oui. Directrice générale de la société que vous avez créée. C'est ça, parce que je me suis dit, tant qu'à m'inscrire dans une rupture, il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire cette nouvelle génération, la Gen Z, on doit non seulement essayer de s'adapter à leurs nouvelles attentes, que ce soit en termes de marque ou en termes d'entreprise, mais pourquoi pas leur donner les rênes et leur dire, voilà, t'as la plateforme, je suis là, je t'accompagne. Évidemment, sur la partie direction artistique, je vais assurer cette partie-là, mais vas-y, imprime ta marque, teste, apprends, explore, et puis fais-nous évoluer aussi sur les façons de faire. Vous travaillez avec des entreprises plutôt dans la joaillerie, c'est ça, Oui, joaillerie, oui, principalement joaillerie, diamants, bijoux. Sur la période qui vient de s'écouler, de ce que vous ressentez en termes de créativité, cette période de crise liée à la pandémie de Covid, ça a quel impact? Est-ce que ça restreint la créativité? Est-ce que c'est plutôt un levier pour une explosion de créativité? Comment vous voyez les choses, vous, en tant que créative? Alors, moi, vraiment, je porte le message de la créativité. Je suis convaincue que cette période va donner une explosion de créativité. On a compris que tout est éphémère,
Les personnes qui ne l'avaient pas compris maintenant l'ont compris. Donc, il y a une urgence à faire les choses, à s'exprimer, à ne pas garder, à explorer, à tester, etc. Par contre, on ne peut pas nier qu'il y a aussi le pendant avec des esprits très conservateurs qui sont nourris par la peur et qui, au contraire, se recroquevillent dans leur coquille en disant recentrons-nous juste sur juste ce qu'on sait faire, etc. C'est trop risqué, regarde les risques. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Je ne crois pas du tout au fait de se laisser guider par la peur, que ce soit dans sa vie perso ou dans sa vie pro. On va toujours vers des écueils, vers des échecs, vers des déceptions. Il faut au contraire être porté par quelque chose de positif, que ce soit au début d'un processus de création, l'intention créative qu'on met dans un design, si elle est belle, si elle est pleine de vie, de joie, ça va se retrouver dans la boutique avec le produit. Si on y met de la peur, de la tristesse, de l'angoisse, bon, le produit, il va dégager ça. Il va pas se vendre. Donc vous avez le message que vous portez avec votre agence et puis de manière plus globale, c'est apporter de la joie, apporter de la créativité. Complètement. On est sur un message très positif, très optimiste. On adore l'idée de la page blanche, se réinventer. On adore l'idée de se forcer à s'affirmer. Parce que cette période, finalement, que ça soit nous en tant qu'individus, puisqu'on a eu le temps de le faire, on s'est peut-être plus affirmé dans nos choix, dans nos envies, dans qu'est-ce qu'on voulait faire de notre vie. Finalement, pour les marques et les entreprises, c'est la même chose. Elles doivent aussi affirmer leur identité. Il y a de la place pour tout le monde, à condition qu'on soit vraiment très aligné sur notre ADN, sur les attributs de marque qu'on a envie de partager, de proposer, et voilà, et pas être dans la demi-mesure ou dans l'ambivalence où on ne sait pas trop qui on est. Alors là, on perd tout. Oui, bon, en gros, exprimons-nous et positionnons-nous, et n'ayons pas peur de s'assumer en fait. Complètement. L'affirmation de soi, que ce soit pour l'entreprise ou pour la personne. Nathalie Collin, merci beaucoup pour cet échange, c'était passionnant. Merci beaucoup, je suis ravie d'être là et de cette discussion. Merci. C'est fini pour ce podcast Luxury Inside Fashion Network. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle écoute.